Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Bienvenue à vous sur ce nouveau Morning Live. On se retrouve pour le brief du 17 mars 2025 et de la semaine 12. Et comme d'habitude, on va regarder un petit peu en détail le Nasdaq, ce qu'il nous a fait la semaine dernière et ce à quoi on peut s'attendre cette semaine. Donc, sans plus attendre, dans un premier temps, je voulais vous faire un tout petit point, vous montrer un petit peu les open interest, donc sur les options futures qu'on a en cours sur le Nasdaq. Alors pourquoi regarder ça ce lundi matin? Tout simplement parce qu'elles vont expirer en fin de semaine. Donc là, on a l'expiration qui est en date de vendredi, du 21 mars. Donc c'est important de l'avoir en tête. Maintenant, est-ce que ça va particulièrement nous aider dans le trading d'aujourd'hui ou de demain? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce qu'on a quand même une grosse news en milieu de semaine. On va en parler dans 2 minutes et elle va donner une direction clairement, je pense, au Nasdaq pour la suite de la semaine et voire du mois et du trimestre. Mais bon, néanmoins, il faut quand même regarder effectivement les options mensuelles qui expirent en fin de mois, qui expirent pardon en fin de semaine. Et elles nous disent quoi, ces options? Elles nous disent tout simplement qu'on a un ratio qui est à 1,06, donc on a des puts, on a des calls. Globalement, c'est relativement équilibré. Voilà, là on les a à l'écran, je vais faire un petit zoom. On est en intraday, c'est bon, ok. Donc là on a tout à l'écran. Envers le niveau de prix actuel, là où on se situe actuellement, on a du volume. En haut, on a du volume, on a des open interest aussi bien côté put que côté call, donc aussi bien côté achat que vente, et donc à des niveaux de prix qui sont aussi bien au-dessus que en dessous. Le strike, on le retrouve des deux côtés. Donc il y a de l'intérêt là ici, on voit pas mal d'open interest à 20K. Actuellement, le Nasdaq est si on regarde, il est à 19 600 tout rond. Là, il est 9h57. Il est à 19 600. Donc, on a de l'intérêt à 20K. On a également de l'intérêt, si on regarde ici, 205, 228, pas mal de volume ici, à 19 300 par exemple. Donc, à garder en tête, on en reparlera en fin de semaine, un tout petit peu avant l'expiration. Pourquoi? Parce que là, sur les options futures comme ça, on va avoir pas mal de fonds d'investissement, de banques, enfin bref, on a pas mal d'institutionnels qui sont positionnés et qui ont de l'intérêt à ce que le prix termine, clôture la semaine près de leur niveau de prix, près de leur strike, et qui vont donc potentiellement, entre guillemets, manipuler, c'est-à-dire rentrer massivement dans un sens ou dans l'autre sur le Nasdaq de manière à pousser le Nasdaq à finir, à clôturer à un niveau de prix qui les intéresse. Donc c'est quand même à garder en tête. Donc également, si on revient sur les options mensuelles, non pas pour mars cette fois-ci, mais pour le mois de juin, donc les prochaines, l'expiration dans 3 mois, on voit quoi? On constate quoi sur le Nasdaq? On constate que les institutionnels ont tendance à rentrer et à se positionner massivement. Là, si on regarde 1065 Open Interest à 18K, là on en a 313 à 16K. On a du volume, on a clairement du volume. 120, là ici, le volume qu'on retrouve sur les deux niveaux que je viens d'évoquer, donc 18K et 16K. On a pas mal d'open interest à la baisse qui apparaissent, donc des fonds d'investissement qui se positionnent à la baisse sur le trimestre à venir sur le Nasdaq. Alors, c'est absolument comme le carnet d'ordre. Ce qu'on a là devant les yeux, c'est la photo à l'instant T qui va donc forcément évoluer. Donc on n'en tire aucune conclusion. Ça ne reflète pas du tout le prix auquel finira le Nasdaq le 20 juin 2025. Ça ne veut pas dire que parce que là on a du volume à 16K que le 20 juin 2025 le Nasdaq terminera à 16K. Maintenant, c'est quand même à garder en tête. On voit que là les fonds spéculatifs ont tendance à commencer à envisager une vraie correction là on parle du Nasdaq, mais de manière un peu plus globale sur tout ce qui est
les actions américaines, et notamment les actions de la tech. Et voilà, c'est un point comme un autre à garder en tête. C'est un élément qu'on ne peut pas occulter et qu'il faut quand même conserver en tête. Ok. Si on revient sur nos graphes, alors si on regarde un petit peu comment dire, dans un premier temps peut-être le narratif, ce qu'on a constaté vendredi et puis on parlera un petit peu ensuite du calendrier de la semaine à venir. Vendredi, on a eu quoi? On a eu à 15h, heure de Paris, donc une demi-heure après ouverture, le sentiment des consommateurs du Michigan. J'en avais parlé. Donc, précédent 64,7, la prévision était à 63,1% et il est ressorti nettement en baisse. Rien d'extraordinaire finalement parce que on s'en doute, on en parle depuis longtemps. Le moral des troupes n'est pas au beau fixe, 57,9, c'est nettement en baisse. Et ça, pour le coup, c'était presque prévisible. Alors, si on regarde, là, on va passer en 15 minutes. Oui, 15 minutes, c'est bien, c'est parlant. Et on peut revenir, ici, là, au niveau de 14h30. Voilà. Donc, 14h30. Allez, on va même zoomer un petit peu. Ici, on retrouve quoi? Une énorme bougie verte qui anticipe ma publication. Et là, on a un gros pump à 14h30. Donc, 14h30 avant 15h, gros pump. 14h45, on consolide un petit peu. Et puis arrivé à 15h au moment de la news, on a fait un dump, on a été visiter le sud. Alors quand on parle de gros pump, de dump, etc., ça veut dire quoi? Oui, on parle d'environ 0,5%. C'est pas des mouvements extraordinaires. C'est pas des mouvements extraordinaires, mais on a quand même été visiter le sud. Donc là, on a été visiter le sud de manière rationnelle, c'est-à-dire que la news arrive, elle est clairement négative. On part au sud un petit peu, un petit peu. On est parti doucement au sud, on a retracé simplement, parce que finalement, on a rien fait du tout. Enfin, on n'a pas du tout été... on n'est pas descendu plus bas que le niveau d'avant publication. On a eu un pump avant publication, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a vraiment été sur du... on achète la rumeur, et là, on vend la news, clairement, ni plus ni moins, 0,5%, 0,5%, dans un sens comme dans l'autre. La publication est mauvaise, on fait quoi? On part au nord. On part au nord, ensuite, donc après ce retracement, on a été faire, on a pris 1,20%. On est parti au nord, on a pris environ 1,20% sur le Nasdaq, et donc mauvaise publication, on part au nord quand même, ok? Ça, en fait... ça correspond un peu à ce que j'essaie d'expliquer depuis quelques temps. Et là, vraiment, moi, le sentiment que j'ai en regardant le Nasdaq, en regardant les graphiques, c'est qu'il est tout ce qu'il y a de plus technique. Voilà. Il fait ce qu'il a à faire de manière technique. La news, il s'en fout pas complètement. Très, très localement, très, très temporairement, il va pricer la news, il va avoir une réaction à la news, ok. Mais... il va quand même faire ce qu'il a à faire, ce qu'il a prévu de faire, et il fonctionne de manière technique. Donc, sur des niveaux techniques, il va aller prendre de la liquidité sur des niveaux techniques. Et ça, pour le coup, c'est plutôt, honnêtement, c'est plutôt agréable à trader. Pour nous, on peut comment dire, prendre des beaux mouvements grâce à ça, et c'est plutôt intéressant pour nous. Donc voilà. Si on va revenir un petit peu après sur tout ça, sur la partie graphique, mais il est vrai que là, je m'attends à ce que ça continue, c'est-à-dire on est lundi, on a lundi, mardi et puis mercredi peut-être début de séance où on risque d'être encore une fois sur ce Nasdaq qui n'a pas particulièrement de direction, qui va fonctionner de manière très technique et au gré des points d'intérêt, voilà, en évoluant probablement de manière relativement latérale, parce que, encore une fois, il est en attente d'une direction claire qui devrait arriver du coup mercredi. Alors si on regarde le calendrier, moi ce qui m'intéresse, donc là on va avoir
On va avoir les ventes retail aujourd'hui à 13h30. Donc attention, hein, 13h30, on a quand même une news. Moi, pour ma part, encore une fois, vous commencez à me connaître. Je vous conseille de faire pareil. 13h30, pas de position. Hein. Jusqu'à 13h28, si vous voulez faire du pré-market, pas de problème. On peut avoir des positions. 13h32, encore une fois, ou 13h35, hein, encore une fois, en pré-market. Si vous voulez reprendre, n'hésitez pas, ok. Par contre, la news, faites attention parce que la news va obligatoirement générer des mouvements de tout ce qui va être trading algorithmique et on va avoir un mouvement qui là n'est pas prévisible tant que la news n'est pas sortie. Vous n'irez jamais plus vite que les algos. Donc impossible à mes yeux en tout cas de trader ça de manière en tant que retail particulier. Donc voilà. Donc pour ma part 13h30 en dehors. Toute manière, je ne rentrerai qu'à partir de 14h30 une fois qu'on aura l'ouverture américaine. Voilà, je rentre pas avant pour des questions de spread notamment. En scalping, c'est pas particulièrement intéressant de rentrer en dehors de l'ouverture. Et puis également parce que tout simplement, on retrouve un peu plus de volatilité à ce moment-là. Demain mardi, les permis de construire, pareil, petite news. Donc pour moi, celle de lundi, donc la news d'aujourd'hui et de demain, on n'est pas sur des news particulièrement... ça ne devrait pas faire le Big Bang, hein, c'est pas ça qui va donner la direction du Nasdaq pour la semaine à venir et le mois à venir. C'est pas particulièrement des news hyper importantes à mes yeux, mais bon, à surveiller et encore une fois, important il est de se tenir à l'écart. Donc 13h30 aussi bien aujourd'hui que demain. Pour mercredi, alors là, mercredi, c'est la journée que le Nasdaq attend, c'est la journée que nous on attend et tout se passera mercredi. Donc mercredi 19 mars, 19h, parce que du coup on a une heure de décalage par rapport à avant avec l'heure d'été qui n'est pas encore arrivée en France pour ceux qui sont en France et qui sont sur le time zone de Paris. On va avoir mercredi à 19h la décision de la Fed qui va ressortir concernant les taux d'intérêt. Donc là, on saura ce qu'ils font en fait. Là, on va voir leur projection pour le mois de mars avec on maintient les taux directeurs au niveau auquel ils sont ou au contraire on les baisse. Si on regarde un petit peu ici, il y a un bug. Je l'avais préparé avant le... Alors on va actualiser. Voilà. Ok. Donc si on regarde là ce qu'il est prévu, on va zoomer un petit peu. Voilà. Donc là, on est sur l'outil CME de la Fed, le Fed Watch Tool. Vous commencez à le connaître. Et on y retrouve les prévisions des traders pour notamment le FOMC à venir. Le FOMC à venir, 99%. Donc, à mon avis, on ne devrait pas avoir... là, clairement, je ne m'attends pas du tout à une surprise à ce niveau-là. On s'attend à ce qu'il n'y ait pas de changement, pas de baisse des taux directeurs suite aux différentes publications qu'on a eues, notamment concernant l'inflation dernièrement. On s'attend à ce qu'il n'y ait pas de baisse des taux directeurs au cours de cette séance de mercredi. Donc là, ce qui est attendu, voilà, un statu quo qui est attendu pour mercredi. Donc la publication en elle-même, la publication de 19h, si on revient sur mon calendrier ici, je ne m'attends pas à ce que ça donne vraiment le là, et c'est pas ça qui m'intéresse le plus pour ma part. Par contre, ce qui m'intéresse vraiment, c'est là, c'est 30 minutes plus tard, à 19h30, le discours de la Fed, le discours de Mr. Powell, et là, il va être hyper important d'écouter, en fait, et de décortiquer chaque mot qui va être prononcé. Pourquoi ? Parce que je pense que selon les mots qui vont être employés, le ton qui va être employé, on va avoir quelque chose qui va redonner, entre guillemets, de l'espoir et qui va pousser le moral des troupes, des investisseurs, dans un sens ou dans l'autre. Voilà, tout simplement. Pourquoi ? Parce que, comment dire, on est en période un petit peu, même complètement d'incertitude, avec tout ce qui se passe actuellement, avec
la politique, bah, notamment de Trump, la guerre commerciale qui gronde. On est en pleine négociation à ce niveau-là avec les différents pays, hein, que ce soit, enfin bref, avec notamment l'Europe, la Chine, le Canada, enfin bref, tout ça, on va pas revenir dessus, c'est de la politique, mais c'est dans ce contexte-là que la Fed peut redonner un petit peu de clarté et comment dire, bah de direction en fait, hein, tout simplement au marché américain et redonner, comment dire, ouais, une direction claire aux investisseurs qui, pour le coup, ce qu'ils price hein, actuellement, hein, depuis un bon moment, c'est vraiment leur incertitude. Je pense que bah voilà, le marché américain, le Nasdaq hein, notamment, puisqu'on parle du Nasdaq là, n'aime pas du tout l'incertitude. Et là, c'est vraiment bah, ceux qui planent hein, actuellement. Hein, et ça ne fonctionne pas, ça ne plaît pas. Les investisseurs ne supportent pas ça. Et donc, eh ben, on voit la baisse qu'on constate depuis maintenant 4 semaines qui gronde sur le Nasdaq. Là, actuellement, on ne sait plus où aller. On est en phase de consolidation, on est en phase d'attente. Et ce qu'on attend vraiment, eh ben, c'est les mots de Mr. Powell mercredi. Donc, hyper important de surveiller ce qui va être dit, de voir ce qu'on anticipe, de quelle manière la Fed voit les marchés, voit l'économie américaine. On n'arrête pas d'entendre parler de récession, donc est-ce que c'est ça qui gronde ou pas? Probablement ou pas. Hein. C'est vraiment des bruits de couloir qu'on entend depuis quelques temps, mais qui n'ont peut-être pas lieu d'être. Je ne vais pas revenir sur l'inflation, mais inflation qui a l'air de revenir aux alentours des 2% finalement. Ça pourrait être très positif. Donc voilà. Donc, est-ce que la Fed va se vouloir rassurante et auquel cas on risque de repartir un petit peu dans le vert hein, sur les marchés américains? Est-ce qu'au contraire, il y a un vrai signal d'alarme qui va être tiré? Quelle va être la décision qui va être prise? On va voir. Mais en fait, chaque mot va avoir son importance et ça, c'est le gros rendez-vous de la semaine. Donc à partir de là, on ne peut pas parler de la suite avant mercredi soir en fait. Hein. Ça n'a aucun sens, on ne peut vraiment pas. Donc c'est à partir de là que on pourra envisager entre guillemets une suite, hein, dans un peu une direction pour le Nasdaq. Mais là en attendant, bah, je pense qu'on risque de continuer un petit peu comme on l'avait dit la semaine dernière, on risque de continuer sur un mouvement qui est très latéral. Si on regarde, là on est en 1 heure. Bon bah voilà, le mouvement est latéral. Hein. On a eu une baisse lundi dernier. Depuis, on consolide. On va revenir dessus. Premier point quand même, puisque là on l'avait à l'écran, autant en parler dès maintenant. Premier point, on dézoome un tout petit peu. On est en 15 minutes là. Oui, ok, là on est en 15 minutes. Si on regarde ici, on a un gap d'ouverture. Donc vendredi, on a clôturé ici, hein, et puis on a ouvert. Donc on a clôturé au niveau à peu près de la borne basse de mon fair value gap ici. Là, c'est des fair value gap qu'on a. On va mettre ça en 1 heure. Ça va être plus simple. Hop. Ok. Donc les fair value gap qu'on a, que j'ai prolongé parce qu'en fait, à mon avis, on va clairement rester dedans pendant ce début de semaine. Donc regardons un petit peu ouais, l'action du prix. Hein. Lundi, gros dump. Et puis depuis, on fait quoi? On a un gros fair value gap daily au sud. On a un fair value gap daily et un fair value gap 4 heures au nord. Le prix, il fait quoi? Il navigue entre les deux. Ok? Donc là, on reste dans une phase de consolidation depuis lundi. On va prendre de la liquidité d'un côté, on va prendre de la liquidité de l'autre. Le prix fait ce qu'il a à faire. Il contracte un petit peu. Il a tendance à aller à faire des mouvements de moins en moins amples. Il contracte un petit peu. Et on a clôturé la semaine au niveau de la borne basse de mon fair value gap daily. De mon fair value gap daily. C'est le daily ou c'est le 4 heures comme il y a l'un dans l'autre? Oui, pardon. Oui. Donc fair value gap daily.
C'est ça. Donc, on a clôturé à ce niveau-là. On a ouvert ce matin, là, et puis là, on est au niveau de la borne base de mon fair value gap pour le coup. 4 heures, hein, donc globalement on navigue à peu près un petit peu en dessous et au niveau de la borne base du fair value gap 4 heures. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a on n'a pas un fair value gap, mais on a un gap tout court. On a quand même un gap d'ouverture. Gap d'ouverture qu'on peut même mettre à l'écran d'ailleurs. Comme ça on verra en live s'il a été comblé ou non. Et pour moi il n'a pas été comblé ce gap. Alors si on part, bon, allez, même si on ne prend pas la clôture, voilà, on peut venir ici. Ok. Ok, toute la partie qu'on a à l'écran, là, c'est du gap qui n'a pas encore été comblé. Donc gap qui risque d'être comblé dans la séance, hein, en pré-market ou au cours de la séance, mais pour le coup, on va le garder à l'écran. Peut-être le mettre d'une autre couleur, mais par contre, voilà, on va le mettre dans cette couleur-là. Ok, donc ça, gap qui reste à combler, hein. Donc moi, je m'attends quand même à ce qu'on le comble, hein. On peut tout simplement faire quelque chose. Alors, attendez, ouais, pinceau. Oui, on verra bien, mais ça m'étonnerait pas qu'on vienne prendre un peu de liquidité au-dessus, ne serait-ce que pour après repartir au sud, mais qu'on ne laisse pas le gap ouvert comme ça. À mon avis, on devrait le combler au plus tard de la séance. Donc important de garder en tête ce gap d'ouverture qui devrait pas rester longtemps. Ok, si on regarde maintenant le prix tout simplement en... Allez, on va reprendre un petit peu de hauteur. Normalement, on démarre par là. Si on reprend un peu de hauteur et qu'on le regarde en 4 heures, ce prix... Alors évidemment, depuis quelques semaines, on a fait quoi? On a fait que dégringoler. Là, on est en train de consolider entre mes fair value gap au nord, mon fair value gap au sud. On est plutôt où? On est plutôt au niveau du nord, là, pour le coup, hein. Donc on garde en tête qu'on a une dynamique qui est baissière. On a parlé un peu plus tôt, il y a quand même des points à garder en tête sur le plan fondamental. Sur le plan fondamental, on a parlé de l'incertitude, on a parlé de cette même incertitude qui pousse les institutionnels à ouvrir des options futures sur, comment dire, à être plutôt à la baisse, hein, pour les mois à venir. On l'a vu un peu plus tôt. Alors ça ne veut pas dire que ça va rester en l'état. Maintenant c'est quand même un point à prendre en tête. Les fonds d'investissement se couvrent, les fonds d'investissement anticipent quand même potentiellement une baisse sur tout ce qui est actions américaines, actions de la tech, Nasdaq, voilà, les marchés américains de manière un peu globale, et donc ça on garde quand même ça en tête, hein. On garde la dynamique qu'on a à l'écran qui est baissière, hein. On voit bien nos EMA, notre SMA en 4 heures, donc la SMA qui est là, hein, ma SMA qui est en bleu, qui commence à être très éloignée, qui est plus qu'incurvée, hein, qui est clairement baissière. Donc on est bien en dessous, on est quand même dans une dynamique baissière, on le garde en tête. Ok ? Par contre, néanmoins, ce qu'il est important d'avoir en tête également à mes yeux, c'est que là, vous voyez en fait mon canal baissier, dont je vous parle depuis la semaine dernière, j'arrête de le prolonger en fait. Je l'emmène pas plus loin. Pourquoi? Parce que là, depuis un moment, on est en train de toute manière, on va en sortir, hein. D'ailleurs, on en sort. On va le breaker. On est en train de consolider et d'évoluer de manière horizontale, de manière latérale. Donc pour ma part, le canal baissier, pour moi, il ne tient plus. Il reviendra peut-être, mais on va en écrire un deuxième parallèle, à mon sens, si on doit en refaire un. Là, on va d'abord évoluer de façon un peu latérale, comme on l'a dit, probablement, jusqu'à mercredi. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas prendre de trade? Absolument pas. On peut prendre, on va certainement avoir des opportunités, hein, d'ici mercredi. Par contre, il faut garder à l'esprit que
probablement ce qui tient et les bornes de mon canal, là on est en train de faire du trading de range, sont définis par ce gros niveau de support, ce gros niveau de résistance qu'on a au nord et au sud. Là on est plutôt au nord. Le support qu'on a au sud, on voit bien, on a le prix qui se fait absorber dès qu'on s'en approche. Donc je vais dessiner le PWL, le Previous Weekly Low, donc le plus bas de la semaine dernière qu'on va surveiller, qui, à mon sens, on a quand même de très grandes chances d'aller revisiter ce niveau, d'aller prendre de la liquidité au sud, au niveau de mon support. Idem, au nord, là on a un gap, donc on vient d'en parler, on risque d'aller le visiter, hein, ce gap au nord. Et puis on a également les bornes 50% avec ici le Previous Weekly High, hein, qui est au niveau des bornes 50% de mon Fair Value Gap 4 heures, et on a le 50% du Fair Value Gap Daily qui est un tout petit peu plus loin. Donc ça, c'est des vrais niveaux qu'on risque d'aller visiter aujourd'hui et demain. Ok ? Donc ça, c'est important de l'avoir en tête, parce que pourquoi on va regarder, mais il y a des choses à faire, que ce soit en scalping ou en day trading, il y a des choses à faire. Dernier point pour revenir sur notamment les institutionnels, leur manière de trader les marchés, et surtout pourquoi on s'intéresse aux institutionnels et à leur façon de trader. Tout simplement parce qu'en fait, ça a tendance à manipuler. Quand ils rentrent de manière massive sur le marché, ils font ce qu'on appelle des imbalances, hein, c'est eux qu'on voit là quand on a des gros mouvements comme ça de marché, c'est de l'entrée massive sur les marchés, et ça, c'est pas par les retail, c'est par les institutionnels qui rentrent avec beaucoup de volume, et donc ça entre guillemets, ça fait bouger le prix, hein, dans une direction ou dans l'autre, ça manipule le prix. Et c'est de cette manière-là, entre guillemets, qu'on a les trappes, qu'on a les bear traps et les bull traps qui apparaissent. Okay, donc ça, c'est un point qui est connu que vous devez avoir en tête, hein. Les algos des institutionnels vont avoir tendance, et ça, il faut également l'avoir en tête, quand on regarde tous nos niveaux FIBO, quand on regarde nos niveaux, les Fair Value Gap, etc. Tous ces niveaux clés, hein, tous les points d'intérêt clés qu'on a en tête, les FIBO, les EMA, les Fair Value Gap, tout ce qu'on regarde le matin comme ça ensemble, ces niveaux-là, tout le monde les regarde. Tout le monde les regarde, les institutionnels en premier, leurs algos en premier. C'est des niveaux qui sont très techniques, qu'on peut trader de manière technique, que des algos peuvent trader. Et en fait, ces niveaux-là, les institutionnels vont avoir de l'intérêt à les invalider. Okay, donc constamment, on retrouve, et particulièrement sur un marché comme celui qu'on a tout de suite à l'écran, qui est un marché dans lequel on évolue en canal, là, ils vont avoir tendance, les institutionnels, à invalider ces niveaux-là. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien que les particuliers vont y mettre leur stop, et donc l'idée, ça va être de sortir les retail, de faire péter les stops pour se créer pour eux des portes d'entrée, tout simplement. Ok, donc on fait bien attention, on ne met pas les stops directement après les niveaux, on évite de se faire sortir. On voit bien qu'on a des gros niveaux. Mes niveaux là, ils sont... mais mon canal actuel là, mes supports résistance, bon, c'est clair et net, quoi. Je veux dire, il y a rien... Il y a rien de réinventé, là on réinvente pas la roue, ça paraît assez clair, hein. On a mes deux Fair Value Gap au nord, mon Fair Value Gap au sud, ça correspond aux 50% FIBO au nord, donc en weekly, et aux 61,8 weekly FIBO au sud. Ok, on est sur des vrais niveaux. Maintenant, est-ce que l'action du prix va me faire ici exactement 50%, revenir 61%, et on fait du canal comme ça, on reste comme ça à faire rien de plus? Non, absolument pas. C'est pas ce qu'on constate, c'est pas ce qu'on voit, et on va avoir évidemment des trappes qui vont se mettre en place. Ok, donc les trappes, ça va être quoi? Ça veut dire que là, mon 50%, est-ce qu'on va s'y arrêter parce que tout le monde sait qu'on s'y arrêtera, et donc c'est un bon niveau pour que le prix se retourne? Bah non. On va faire un short squeeze, on va certainement aller prendre un peu plus de liquidité, pour cette fois-ci sortir vraiment tous les shorters, être sûr qu'on a bien pris tous leurs stops, et là seulement à ce niveau-là, le prix peut-être se retournera. Et il se retournera pour venir, encore une fois,
prendre de la liquidité cette fois au sud. Est-ce qu'il ira simplement sur mon PWL pour prendre la liquidité de la semaine précédente? Non. Pareil, il ira plus bas pour prendre la liquidité un peu plus bas. Si on doit revenir au 61,8, pareil, il ira un peu plus haut. Est-ce qu'il reviendra prendre mon 50%? Peut-être. Est-ce que tout ça, ce qu'on vient de faire à l'écran, nous donne une direction et nous indique que la résolution de mon canal sera au nord ou au sud? La réponse est non. Absolument pas. Tout ce qu'on a à l'écran, ce qu'on vient de dessiner à l'écran, qui est bien dégueu d'ailleurs parce que c'est très difficile de dessiner avec une souris, excusez-moi. Ce qu'on vient de mettre à l'écran, c'est absolument de l'évolution technique, voilà, tout ce qu'il y a de plus technique sur le Nasdaq, et ça nous donne aucune information sur la suite. Ça veut dire que le Nasdaq ne ferait que se nourrir de liquidité. Il viendrait prendre de la liquidité d'un côté, il irait prendre de la liquidité pareil sur les autres niveaux de l'autre côté. Est-ce que derrière il est capable, une fois qu'il est là, de rebondir pour ensuite prendre une vraie direction? Tout à fait. Tout à fait. Ou est-ce que au contraire il va être capable, alors si on va un petit peu plus loin, une fois qu'il est là, de simplement faire un dernier pullback pour ensuite me faire un breaker et venir à son point d'intérêt ici, 78% weekly, qui pourrait être son but final? Tout à fait. Voilà. On n'a aucune direction. On peut faire on est capable d'évoluer de manière technique comme ça, sans pouvoir se dire qu'on a une vraie direction sur le Nasdaq. Et c'est pas un problème, parce que nous, pour le coup, on est complètement capable de trader ça. On voit venir. Là, en plus, on a quand même le sentiment d'avoir une vraie échéance de date avec ce meeting du FOMC. Donc pour le coup, il y a des trades très intéressants à prendre. Si on regarde un petit peu un peu en détail, là, on va se remettre en 1 heure. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme trade intéressant à prendre? Trade intéressant à prendre, on va avoir quoi là? Si on vient couvrir mon gap ici, et même, j'ai envie de dire, si le prix a tendance à revenir en début de séance, à nous faire un bull trap, encore une fois, à nous faire un bull trap, hein, on garde en tête le bull trap, et à venir visiter mon plus haut de la semaine passée, qui pourrait certainement aller encore plus haut, évidemment, parce que l'idée c'est de prendre vraiment de la liquidité et de sortir, de faire vraiment le short squeeze, c'est-à-dire de sortir tous les vendeurs. Et bien certainement qu'on va venir visiter le 50% de mon fair value gap daily, et je dirais même un petit peu plus. On va s'arrêter un peu au-dessus de la SMA et on va peut-être venir par là. Donc ça, c'est un niveau qui va être à surveiller, parce que là, à ce niveau-là, si on vient par là, avec tout ce qu'on vient de se dire, avec ce qu'on connaît, eh ben, ça veut dire quoi? Ça voudrait dire que on serait capable de rentrer à ce niveau-là en position à la vente. Pourquoi pas? Là, on est en train de parler, je vous parle constamment de scalping dernièrement. D'ailleurs, je vais essayer de faire une vidéo dans la semaine. Moi, cet après-midi, je vais probablement scalper le Nasdaq un peu comme à mon habitude. Je vais recorder, essayer de prendre quelques exemples. Et j'essaierai de faire une vidéo un peu type de mes entrées en position en scalping pour bien faire comprendre à tout le monde de quelle manière j'ai tendance à rentrer en position en scalping. Mais ça, c'était une aparté. Là, on est en train de parler finalement de day trading, hein. Donc là, en day trading, pour lundi, mardi, pour les 2 jours à venir, ce qui peut être intéressant, voilà, si le prix vient visiter ce type de niveau, voire même un peu plus bas, hein, mais si on arrive à avoir une entrée à la vente à ce niveau-là, au niveau du 50% de mon fair value gap daily, là, clairement, on peut avoir un trade intéressant à prendre, parce que là, on avait de la liquidité ici. Bon, même si on s'arrête avant, et moi, j'aurais envie de dire que en fait, là on risquerait d'aller, voilà, on peut s'arrêter un petit peu avant mon 61,8 weekly, un petit peu avant ma borne haute du fair value gap daily pour mettre le TP. Mais là, il y a un TP qui est lointain à positionner quand même. Et donc, si on arrive à rentrer par là, alors évidemment, mon stop loss, si on est conservateur, hein, on va avoir envie de le mettre ici, à la sortie du fair value gap, enfin des 2 fair value gap, on a les 2 bornes hautes. On va pas prendre de risque, on va le mettre là.
Écoutez, moi, encore une fois, pour tout ce qu'on s'est dit précédemment, j'ai tendance à le mettre nettement plus haut. Ok? Maintenant, si on fait un vrai breaker ici, c'est-à-dire que là, si on vient casser complètement, qu'on revient dans les fair value gap précédents du Nord et qu'on vient casser le gros mouvement baissier qu'on a ici, bon, pour moi, ça veut dire qu'on est potentiellement sur un retournement de tendance et donc qu'on est en train de se tromper, tout simplement, que le marché nous donne tort. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'aller mettre mon stop loss vraiment tout en haut? Non, pas forcément. Je parle de stop loss, mais ça peut être, après, vous pouvez rentrer dans une stratégie de couverture. Enfin bref, là, on va pas rentrer dans les détails. Mais en tout cas, clairement, hein, ce qu'on peut se dire là pour les 2 jours à venir, c'est que là, il y a de très beaux trades à prendre si le prix vient visiter ce type de niveau. Pourquoi? Parce que on met un SL un petit peu plus haut que nos bornes hein, en cas de manipulation, encore une fois. Si le prix a tendance à venir nous faire quelque chose de comme ça, voilà, il va aller sortir tout le monde au-dessus des bornes de mes 2 fair value gap. On met notre SL un peu plus loin et pour autant, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas revenir faire quelque chose comme ça, ok? Donc ça peut être pas mal. Ça clairement, ça peut être un beau trade, hein, un beau trade à la vente à prendre. Alors mon dessin était horrible. Donc là, dans un sens, on peut avoir ça. Si le prix a tendance à partir au nord, on peut vraiment s'attendre, si ça arrive en début de séance, ou même en pré-market, enfin bref, si ça arrive largement avant mercredi, on peut s'attendre à un bull trap et donc on peut s'attendre à prendre un beau trade à la vente, avoir quelque chose de plutôt sympa à prendre à la vente. Ok? Surtout que là, si on... Ah mince. Hop, évidemment, si ma souris n'est pas là. Ouais, surtout que là, si on regarde bien ce type de trade qu'on a à l'écran, ça veut dire que là, en fait, on est sur un ratio d'environ 3,8. Donc là, on a potentiellement environ 3%, un mouvement de 3% à prendre au niveau de notre TP, quand on va simplement risquer 0,8% au niveau de mon SL. Donc ça peut être quand même un trade plutôt cool hein, à prendre à la vente. Inversement, si le prix a tendance à... Donc là, à faire quoi? Peut-être à venir combler mon gap et puis à nous faire, breaker, etc., pour revenir directement au niveau de mon 61,8. Prendre de la liquidité sur mon plus bas de la semaine passée. Et derrière, en fait, si on fait ça, moi je m'attends à quoi? Un bear trap, encore une fois. Hein. Donc si on fait ça, ça veut absolument pas dire que là, le vrai but du prix, c'est d'aller au sud. Ça veut absolument pas dire qu'on y va tout droit. Pour moi, ça veut dire qu'on est venu prendre de la liquidité au sud et qu'on risque de prendre un rebond, même si pour le coup, j'aurais tendance à le voir dans l'autre sens, mais pour repartir au nord. Ok? Donc si on fait ça, pour le coup, évidemment que là, un trade, vous l'aurez compris, mais qui pourrait être intéressant à prendre, ce serait de venir ici, hein, on va dézoomer un petit peu, donc de venir se positionner au niveau de mon, par exemple, faire une entrée au niveau de mon previous weekly low, un petit peu en dessous de mon 61,8 weekly. On a le fair value gap daily qui est un gros support, hein. On voit bien que là, il supporte fermement le prix. Donc, encore une fois, est-ce qu'on va mettre directement notre SL en dessous? Non. En dessous, la borne basse? Non. Si vraiment on est conservateur, on peut mettre le SL un peu en dessous de notre niveau 50%, donc là 0,8%, ok. Si on l'est moins, qu'on est prêt à prendre plus de risques, on peut le mettre là, donc ça fait 1,75% quand même, mais en dessous de notre borne basse de notre fair value gap daily. Et évidemment, le but, hein, le TP, ça va être au bas mot de venir au niveau auquel on est maintenant, donc venir prendre presque la borne haute. On fait l'inverse, hein, on n'attend pas d'aller prendre le point d'intérêt, on sort avant, hein, mais la borne basse de mon fair value gap 4 heures qu'on a au nord. Ok, donc là à voir après, hein, selon
chacun les risques qu'il veut prendre ou pas. Si on veut avoir un bon ratio, on se met uniquement en dessous du 50% du fair value gap daily. Et là, bah, à nouveau, on se retrouve avec un ratio aux alentours des 3. Et ça peut faire pareil, un très beau trade. Donc là, cette fois-ci, côté long, hein, mais on peut avoir un ou plusieurs beaux trades à prendre côté long en day trading. Donc voilà, ça va être les trades entre guillemets à prendre selon ce que le prix va nous indiquer, ce qu'on va voir, l'évolution qu'on va voir sur le Nasdaq, en fait aujourd'hui, demain et puis après-demain en début de séance. Bah voilà, on a ce type de mouvement, un mouvement de canal hein, qui risque de se dessiner dans un sens comme dans l'autre. On en profite. Là pour le coup. C'est quand même hyper intéressant à prendre. Donc il faut ne pas hésiter à en profiter. Pour ma part, je vais faire du scalping, mais peut-être même prendre quelques positions quand même intraday comme ça, parce que c'est pas mal quoi, faire du trading de range comme ça. Là, c'est plutôt intéressant et pas trop risqué quand même. Il y a de l'intérêt à faire ça. Ok. Dernier point avant de vous quitter, qui va être un petit conseil, un petit rappel, notamment sur ce qui fait les qualités d'un trader. Et du coup, l'une des grandes qualités à mes yeux, c'est la patience. Ça, pour le coup, c'est une qualité en trading hyper importante à avoir. Et ça se traduit par quoi? Par prendre un petit peu moins de trades, par être vraiment sélectif, se mettre... Là, vous voyez, hein, on a défini des niveaux. Donc là, si vous voulez prendre des trades en day trading, comme on vient de le dire, se mettre des rappels de manière à rentrer sur les trades potentiellement avec des ordres stop et pas des ordres limites au niveau à ces niveaux-là de prix. Ne pas particulièrement regarder le prix du matin au soir, attendre d'avoir les rappels, être patient, encore une fois, être sélectif, prendre de bons trades, avoir de bons setups et faire en sorte d'avoir des trades gagnants, tout simplement. Ok, écoutez, si c'est clair pour vous, si tout est bon, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça fait plaisir. N'hésitez pas à me dire également si vous avez des questions, s'il y a des points qui ne sont pas clairs, parce que si c'est le cas, n'hésitez pas à me l'indiquer de manière que je sois en fait plus clair par la suite ou que j'essaie d'éclaircir un petit peu les points qui n'auraient pas été compris. Et puis là-dessus, je vais vous souhaiter une très très bonne journée à tous et à toutes, un bon trading, soyez bien prudents et on se retrouve demain.